Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, le rire, comme ce grand rire franc que nous venons d'entendre. Le rire nous ressemble-t-il, nous rassemble-t-il aussi, nous divise-t-il? Il y a une vingtaine d'années, l'historien Jacques Le Goff avait enquêté déjà pour les Annales sur le rire en étudiant ses pratiques et ses ressorts dans l'histoire du Moyen-Âge à nos jours. Dis-moi pourquoi tu ris et je te dirai qui tu es. Aujourd'hui, nous ne rions peut-être plus tout à fait des mêmes choses et surtout plus avec les mêmes personnes. Le rire s'est-il communautarisé? Sur quels ressorts, quelles affinités? On en parle aujourd'hui avec notre invitée. Elle a cherché à savoir comment notre rire nous distingue et de qui. Maître de conférence à l'École centrale de Lyon, élève de Bernard Lahire, la sociologue Laure Flandrin signe à la découverte le rire, enquête sur la plus socialisée de toutes nos émotions. Bonjour Laure Flandrin. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous. Depuis quelques années, c'est vrai que les humoristes ont fait leur entrée massive dans les médias et un peu partout en France. Le rire se donne en spectacle dans les salles. C'est un fait de société et c'est aussi désormais un sujet de sociologie. Comment la sociologie est-elle devenue aussi légitime que la littérature ou encore la philosophie pour en traiter du rire ? Oui, alors le rire, c'est un sujet qui est une chasse gardée de la philosophie et des études littéraires. Et la sociologie, a priori, n'était pas très bien outillée pour discuter de ce sujet, parce que le rire n'a pas du tout la consistance des dispositions sociales à agir, à penser, à ressentir, qu'avait recensé Durkheim au moment où il a fondé le projet de la sociologie, le projet scientifique de la sociologie. Mais néanmoins, dans la mesure où le rire, en fait, implique des dispositions à rire, témoigne d'expériences du monde social, en fait, il était redevable de la sociologie. La sociologie est tout à fait légitime à produire un discours sur le rire. Et peut-être même que c'est la discipline qui peut dire quelque chose du rire, en fait, parce que le rire est par nature social. Opérateur de communauté pour Bergson, communion dans le groupe pour Eugène Duprel ou joie mimétique d'identification. Il y avait quand même des pistes à prendre aussi du côté de ces pensées-là pour voir ce que le rire dit de nous aujourd'hui, de ce nous collectif, de cette société dans laquelle nous sommes. Comment la très sérieuse normalienne que vous êtes, agrégée en sciences sociales, en est venue à s'intéresser à ce sujet-là ? Alors, je me suis intéressée au rire parce que les affects sont devenus une préoccupation de la sociologie. Donc l'idée, c'était de dire qu'en fait, nous sommes socialisés jusque dans notre intériorité, jusque dans notre subjectivité. Et les affects, effectivement, sont devenus un sujet légitime pour la sociologie. Mais il ne fallait pas laisser le terrain libre pour des approches psychologisantes ou des approches trop individualisantes. L'idée, c'était de le faire d'un point de vue un peu structuraliste dur, quoi, de voir ce qu'il y avait de très fondamental dans les émotions, et notamment dans le rire. Je ne sais pas ce que c'est que du structuralisme dur, mais on comprend que vous y alliez avec un certain sérieux et une envie en tout cas de comprendre comment tout ça se déclinait. Tout le monde rit et tout le monde sait que ce que cette manifestation, a priori, à première vue, signifie. Le rire, vous le dites et vous le rappelez, avant d'en venir à ses spécificités, c'est quand même aussi un langage commun dans le monde entier. Oui, il y a une universalité de l'expressivité faciale, ça c'est une certaine éthologie héritée de Darwin qui nous le dit. Il y a donc une universalité de l'expressivité faciale. Je pense que c'est important de le rappeler. Et d'ailleurs, le rire, on ne l'a pas seulement, c'est pas seulement un invariant du point de vue humain. On sait aujourd'hui qu'il y a des espèces animales qui sont aussi en capacité de rire, que les grands singes rient, par exemple, pas tout à fait pour les mêmes raisons, avec des gammes de répertoire qui sont bien plus restreintes, mais il y a une certaine universalité du rire, et ce que j'ai essayé de montrer, c'est que c'est pas juste dans l'expressivité faciale, c'est aussi les contenus narratifs même du comique, quand on essaie de les ramener à un répertoire de schèmes, des grandes structures du rire, et ben en fait, il n'y en a pas tant que ça, il y a quelques grands schèmes du comique qui nous font rire,
Et ces grands schèmes, c'est des traits structuraux du comique qui circulent sur des zones sociales très importantes, en fait. Et de ce point de vue-là, il y a de l'universalité aussi dans le rire. Donc pas seulement du point de vue de l'expressivité faciale, mais aussi des contenus narratifs même du comique. C'est quoi ces 4 grands schémas du rire? Il y a des... Oui, alors il y a des grands schémas. Moi, j'en ai distingué quelques-uns, mais je pense qu'il y en a un petit peu plus. Par exemple, le comique de dégradation, le fait de rire de problèmes de réglage entre le haut et le bas, entre le sacré et le profane, entre ce qui est séparé dans une zone hors du commun et ce qui est commun, entre le petit et le grand. Voilà, quand on ramène le grand, quand on rabat le grand sur le petit, par exemple, c'est du comique de dégradation. C'est susceptible de faire rire, c'est susceptible de se présenter sous la forme d'un comique de masse, de faire rire beaucoup de gens. Mais ce que j'ai expliqué, c'est que en fait, c'est un grand trait structurel du comique, mais que ces traits structuraux du comique sont toujours acclimatés, toujours accommodés dans des formes culturelles particulières et ne vont faire rire certaines catégories de rieurs parce qu'elles les affectent de ce point de vue-là, en fait. Et donc, il y a à la fois de l'universel, si on réduit les grands schémas narratifs du comique à quelques traits structuraux fondamentaux, et en même temps, il faut que ce soit incarné. Et c'est à ce moment-là que intervient l'histoire incorporée des rieurs. Ça, c'est le rire de dégradation, vous diriez? Ça, c'est le rire de dégradation. Alors, le rire de dégradation, c'est quand le grand est ramené au petit. Après, on peut avoir aussi l'inverse. On peut avoir le petit traité comme le grand, ou le petit qui aspire à se faire grand, et ça, c'est le rire de prétention. Personne disait la vanité, c'est le défaut essentiellement comique. On a aussi... Et le rire de profanation? Alors, le rire de profanation, c'est quand le sacré est dégradé dans la sphère du profane, quand le sacré est restitué aux usages profanes. Et on a aussi un rire que j'ai appelé de suspension des automatismes, où là, on montre des déréglages d'habitudes biomécaniques, en fait. Par exemple, quelqu'un qui tombe dans la rue. Et donc, on voit bien, en fait, là, si on prend tous ces schèmes, dégradation, prétention, profanation, suspension des automatismes pratiques, on voit bien, en fait, qu'à chaque fois, ce qui est engagé, c'est une certaine verticalité du social. C'est une certaine hiérarchisation de la vie sociale qui est mise à mal et qui nous fait rire. Oui, et un grand classique, c'est de se moquer de la figure d'autorité, en tout cas d'en rire, du président, par exemple, qui est régulièrement désacralisé, ou la fonction, en tout cas, à travers ce rire-là. Oui, c'est ce que j'ai appelé le comique de dégradation, mais ça ne prendra pas forcément les mêmes formes. Par exemple, ça peut prendre la forme de la satire mordante, qui attaque, etc., avec un propos politique derrière, mais ça peut aussi prendre des formes, ça peut aussi viser des pouvoirs moins étatisés, plus déconcentrés, plus petits, des figures plus rapprochées d'autorité, et par exemple comme on voit dans le vaudeville, se moquer des bourgeois, se moquer des aristocrates, etc. Et ça sera plus le fait d'enquêter de droite, par exemple, ou qui sont eux-mêmes déclassés et qui rejouent là une certaine expérience indigène qu'ils ont faite de la bourgeoisie quand ils étaient enfants. Voilà. Rire revolver, disait Jean-Paul Molinari, du rire de Coluche. Il y a un potentiel subversif aussi dans ce rire-là. Alors, oui, en fait, on attribue souvent au rire un pouvoir de transgression, en fait, un pouvoir d'attaque de l'ordre social. C'est une vision un peu performative du rire. Moi, ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'au contraire, le rire obéit à un espèce de schéma tension-détente. En fait, nous avons des attentes, par exemple vis-à-vis des dominants, nous avons des attentes dispositionnelles très fortes. Nous attendons à ce qu'arrivent certaines régularités du monde social parce que nous les avons intériorisées. Et quand ces attentes sont déçues, nous rions, souvent. Et après, il y a une variété d'attentes en fonction des positions sociales, etc. Et donc, du coup, s'il y a rire, c'est bien parce qu'il y a intériorisation du social. Et donc, le potentiel transgressif du rire, il n'est pas si important que ça, parce que le rire manifeste au contraire qu'on a intériorisé le social, qu'on s'attend à le voir fonctionner d'une certaine manière, et au contraire, quand ça dysfonctionne, c'est ça qui nous fait rire. Donc, et par ailleurs, même si on prend des formes de comique très satiriques, en fait, on voit aussi que le rire, c'est une manière de dévaluer dans le domaine de la fiction ou par le langage des choses qui ne peuvent pas être déboulonnées dans la réalité. C'est aussi simple que ça. Oui, donc c'est une forme de compensation. Ça permet de désamorcer en tout cas. Oui, voilà, c'est ça. Donc le pouvoir transgressif du rire, il ne va pas du tout de soi. Enfin, il n'y a pas un pouvoir de l'humour, etc. C'est pas...
C'est pas aussi simple que ça, en fait. Hein. Que et d'ailleurs, les premiers sociologues, même Bergson aussi l'avait dit, voyaient le rire comme un signe profondément de conservation de la vie sociale, en fait. Hein. Oui, c'est ça. Et c'est ce que vous montrez très très bien dans cet ouvrage, Laure Flandrin. C'est ce paradoxe, en fait, du rire. Hein. Si je le dis peut-être simplement avec mes mots, mais d'un côté, on a le rire qui est universel, qui est un langage commun, qui rassemble, qui nous assemble, qui peut créer une union, une communion hein, par le rire. Et en même temps, il n'est pas aussi universel qu'il en a l'air, le rire. C'est-à-dire qu'à tout moment, le social va fracturer le rire et va créer des connivences de groupe aussi, hein, qui nous ramènent à ce que l'on est, à là d'où l'on vient. Le rire rappelle que les prescriptions comportementales que l'on doit aussi, et vous le dites, à notre position sociale. Hein. Oui, donc de ce point de vue-là, oui, de ce point de vue-là, effectivement, le rire n'est pas aussi universel que l'image qu'on peut en avoir quand on s'en tient effectivement au darwinisme, à l'idée que c'est un signe de l'expressivité faciale, etc. Même quand on le ramène à quelques grands schèmes. Et donc ça, c'est effectivement l'idée qu'on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. En fait, qu'il y a des groupes, que le rire est fracturé, vous le disiez, en fonction de la sociologie des groupes. C'est ce que disait aussi Bergson, hein, le rire a besoin d'écho, mais les frontières des groupes de rieurs, elles sont bornées. Il y a des enquêtes qui montrent ça, hein, des enquêtes expérimentales qui montrent par exemple avec des enquêtes dans des bars où on montre que la taille des groupes de rieurs est finalement assez limitée, parce que le rire, pour se donner libre cours, pour se déployer, a besoin de connivence culturelle. Ouais. On a besoin de partager des références culturelles tacites pour s'adonner au rire. Mais il y a aussi le fait que le rire est une compétence culturelle. Donc, de ce point de vue-là, pas universellement partagé en tant qu'il est une compétence culturelle. Et une compétence culturelle que certains rieurs dénient à d'autres rieurs. Et cette idée du « on peut rire de tout » avait été, mais pas avec n'importe qui, avait été évoquée par Pierre Desproges. Il s'en explique. Si ce monsieur vient dans l'émission, moi j'ai plus envie de rire. J'ai pas envie de rire avec lui. Et puis finalement, je me suis repris un peu, et puis j'ai réfléchi, et j'ai fait ce qu'on appelait un réquisitoire. C'était des choses rigolotes qui venaient à la fin de l'émission. Sur le thème, peut-on rire de tout et peut-on rire avec tout le monde? Alors je répondais oui, c'était Le Pen, et je répondais oui, on peut rire absolument de tout, mais pas avec tout le monde. Mais pas avec tout le monde. Ah bon. Voilà, c'est la seule restriction. Voilà, Pierre Desproges, dans Apostrophe en 1983, au sujet de Jean-Marie Le Pen. On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Quand il dit ça, c'est une affirmation qui semble évidente, et pourtant... Oui, c'est très galvaudé hein, maintenant comme formule. Donc, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Pas avec n'importe qui, ça c'est sûr. La sociologie, le travail de la sociologie montre que voilà, il y a des communautés de rieurs. Bon, même si le modèle communautaire n'est pas forcément le plus pertinent pour penser le rire, mais il y a des limites quoi dans les groupes de rieurs. Ce sont des groupes qui sont bornés. Et en même temps, je pense que ce qu'a voulu dire Desproges, c'est qu'il y a des gens avec qui il n'a pas envie de rire avec. Voilà, c'est ça. En fait, lui, ce qu'il s'autorise, c'est une forme de permissivité morale vis-à-vis du rire. Donc, tout est susceptible de relever du domaine du risible, parce que c'est le point de vue radicalement subjectif sur les choses qui leur attribue, qui leur confère de la drôlerie. Donc rien n'est drôle en soi, mais c'est le point de vue subjectif sur les choses qui en révèlent la drôlerie finalement. Donc c'est ça l'idée de rire de tout. Mais du coup, si on s'autorise une permissivité morale maximale, donc je sais pas, là dans l'extrait il disait rire de Jean Moulin, rire de la Shoah, etc. Si on s'autorise cette permissivité morale, la qualité morale du rire, qu'est-ce qui donne des garanties à la qualité morale du rire ? C'est les rieurs assemblés derrière qui garantissent cette qualité morale du rire. Parce que voilà, on peut rire de Jean Moulin, mais pas avec Jean-Marie Le Pen, quoi. C'est ce que suggéraient Desproges. Qu'est-ce qui a changé depuis les études de Jacques Le Goff sur le rire, depuis plus d'une vingtaine d'années? Est-ce que vous diriez que on a quand même assisté dans ces dernières années à une transformation majeure, Laure Flandrin? C'est qu'il y aurait de moins en moins de rires de classe et de plus en plus des rires d'appartenance, de genre, de race. Oui, il y a une certaine dépolitisation du comique, une certaine
affadissement, on va dire, du rire satirique tel qu'il était déployé dans les années 70. Et parce que le climat politique n'y porte plus, parce qu'il faut voir aussi que tout ce comique satirique autour de Coluche, des cafés-théâtres, etc., des années 70, ce comique politique dur, il est né dans le sillage de mai 68, avec un contexte politique très particulier. Donc là, effectivement, on aurait une dépolitisation du comique, que certains enquêtés, d'ailleurs, de l'enquête, regrettent. Hein, une forme d'affadissement du comique. Un comique qui n'ignorait plus rien ni personne. Enfin, moi, j'ai des enquêtés qui le regrettent. Ou plus politiquement correct. Oui, voilà, plus consensuel, plus politiquement correct. En même temps, voilà, moi j'ai rencontré des enquêtés qui continuent de pratiquer un type de rire extrêmement politisé, qui continuent de se référer à des figures comme Coluche, comme Desproges. Et qui, parce qu'en fait, ce qu'on voit sur les goûts comiques, c'est que c'est des goûts qui se forment dans la jeunesse, en fait. Hein, parce que peut-être que quand on est plus jeune, on est plus affecté par les pouvoirs. Est-ce que le rire, c'est une manière de refuser d'être apeuré par les pouvoirs, en fait. Et ça se forme dans la jeunesse, et beaucoup d'enquêtés qui ont aujourd'hui 60, 70 ans, 50 ans, regrettent la disparition de figures aussi impertinentes que l'était Coluche, par exemple. Mais est-ce que le rire est de plus en plus affinitaire pour vous? Mais il a toujours été affinitaire. Il a toujours été affinitaire, je pense. Il faut de l'affinité culturelle pour rire. Après, si la question, c'est est-ce que ça se communautarise? Je suis pas sûre qu'on puisse le dire comme ça. D'abord parce que le modèle de la communauté, a le vent en poupe en politique, y compris dans la sociologie de la culture. Mais ce qu'on sait de l'individualisation des pratiques est peu compatible avec le fait qu'il y aurait des manières d'être ensemble comme ça, encore très rapprochées, très intensives, et que le rire finalement serait toujours d'essence communautaire. Ça me paraît pas collé à la réalité de l'enquête de terrain que moi j'ai menée. Non, après ce qui est intéressant et ce que vous montrez bien, c'est cette idée toujours du rire avec ou du rire contre. C'est-à-dire qu'avant on riait, ou aujourd'hui encore, hein, on peut rire contre autrui. C'est-à-dire que le rire va se jouer souvent au détriment d'un autre, hein, d'un étranger qu'on dévalue quel qu'il soit. Comme on peut rire avec autrui aussi, si on choisit cet autrui. Je vais vous proposer d'écouter un extrait d'un stand-up de Thomas N'Gijol. C'est un enfant du Jamel Comedy Club. On l'écoute. En fait, j'aurais dû avoir 2 Superman. Un blanc, pour vous, hein. Celui qui s'habille avec une cape, un petit collant bleu, et un slip rouge par-dessus. Il est pathétique, votre Superman, hein. Ah, sérieux, avec un blanc pour s'habiller comme ça. Parce que le deuxième Superman, justement, a été noir pour nous, et je vous le dis tout de suite, lui, ça aurait été un sapeur. Hein. Ah, parce que les noirs, j'avoue, on a beau avoir beaucoup de défauts, mais on déconne pas avec le style. Non, mais... Ah, mais ça... Un noir, plus il est pauvre, plus il est stylé. Hein, d'ailleurs, je remarque qu'il y a beaucoup de gens stylés dans la salle ce soir. T'as du style, Sista, c'est bien ça. Tu bouffes que du riz, mais t'as du style. Voilà, un humour noir sur les noirs par un noir. Et il en joue, Thomas N'Gijol, on l'entend dans cet extrait. Ce qui est intéressant, c'est que ça montre qu'il y a aujourd'hui aussi des humoristes, des familles d'humoristes ou des familles d'humour et de rire avec des familles de public. Hein. Oui, alors là, je pense que dans cet extrait, ce qui est montré, c'est que le domaine du comique et du rire apporte des ressources de déprise identitaire. C'est-à-dire qu'en fait... il joue des codes, il en plaisante, il les détourne. Il joue des codes, il joue des clichés racistes. Il y a une appropriation du stigmate, comme dirait Goffman, pour mieux le retourner en ridicule. Il joue avec les assignations identitaires et il montre comment ces assignations ne collent pas en fait avec la réalité des identités telles qu'elles sont vécues par ces soi-disant communautés, en fait. Et ça marche, et le public rit. Pourquoi le public le suit? Ça, il faut faire une enquête de réception pour le savoir. En fait, c'est très compliqué de déduire des propriétés du spectacle comique la réception que les gens en tirent. En fait, il faut aller enquêter là justement. Ça passe par des enquêtes longues. Il faut savoir ce qui, dans l'histoire personnelle des rieurs, les a affectés de telle manière qu'ils vont être sensibles à ce type de comique et pas à d'autres.
autres. Donc ça, on ne peut pas le dire comme ça. Mais là, juste pour commenter cet extrait, je pense que ce qui est entrepris dans ce type de spectacle comique, c'est une déconstruction des clichés racistes, en fait, tout simplement. Et parce que là, il est question d'un noircissement de Superman. Et donc, c'est l'idée que si on attribue des pouvoirs à un noir, il va s'en servir, il va y avoir à de mauvaises fins, avec de mauvais usages, qu'il va les détourner, qu'il va y avoir une dérive autoritaire, dictatoriale même à la fin du sketch. Et donc, il ne faut pas donner trop de droits ou trop de pouvoir aux noirs, etc. Donc là, il y a vraiment une moquerie des clichés racistes, une déconstruction de ça. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que le rire, je disais tout à l'heure, je ne crois pas que ce soit un pouvoir de transgression de l'ordre social. Par contre, c'est un pouvoir de redescription de la réalité sociale. C'est un pouvoir d'ordonnancement du social. Et c'est un pouvoir de catégorisation. Et c'est aussi un pouvoir c'est aussi une manière de refuser la catégorisation. Et en l'occurrence, là, la catégorisation raciste. Et vous revenez longuement aussi dans le livre, Laure Flandrin, sur l'humour raciste, ce qui est différent. Quels sont là ces ressorts dans l'humour raciste? Qu'est-ce qui vous a semblé intéressant? De quoi rit-on? Alors, en fait, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que une des idées reçues sur le rire, c'est que le rire mettrait en cible forcément le dissemblable, l'autre que soi, l'étranger. Et ça, c'est hérité d'une conception classique du rire comme... on se moque facilement des autres. Forme de supériorité sociale, forme de supériorité morale et sociale. Voilà. Et en fait, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que, y compris dans le rire raciste, en fait, ce qui interpelle le rieur raciste, c'est des formes de proximité avec soi qui a peur, en fait, enfin, qui sont menaçantes. Et ce que fait le rieur raciste quand il se moque d'un autre ou quand il croit se moquer d'un autre, et d'un autre qui serait radicalement autre, c'est qu'il met à distance quelqu'un qui en fait lui ressemble. Quand on regarde de plus près, il y a souvent des passages, des rapprochements entre le même et l'autre. C'est ce que suggère d'ailleurs N'Jie Jol, au début du sketch. Il dit l'équipe de France de foot ressemble de plus en plus à l'équipe de Zimbabwe, etc. Donc en fait, il y a constamment des rapprochements entre le même et l'autre. Et y compris chez un rieur raciste, en fait, ce qu'il fait par le rire, il attribue une valeur performative au rire, et ce qu'il essaie de faire par le rire, c'est de mettre à distance quelqu'un qui, en fait, lui est proche. Par exemple, par le statut social, ou parce qu'il y a une proximité spatiale. Donc le rire vient modifier en séparation radicale une certaine forme de proximité qui est vécue comme menaçante, en fait. C'est dur d'expliquer ce qui nous fait rire. C'est très dur, oui. C'est très complexe, le rire. Donc on imagine que l'enquête a été extrêmement compliquée aussi. Elle a été longue, oui. En tout cas. Vous dites enquête sur la plus socialisée de toutes nos émotions. C'est une émotion, le rire? Oui, je crois que c'est une émotion. Oui, c'est une émotion. En fait, alors là aussi, parmi les idées reçues sur le rire, il y a l'idée que le rire ne serait pas une émotion, ou du moins que ce serait une émotion insensible. On doit ça à Bergson, l'idée que le rire engage une espèce de rapport esthétique au monde, et que le rieur, c'est un individu froid qui regarde le monde social comme ça, d'en haut et de loin, qui se représente la vie sociale comme une scène comique, ridicule. Donc il y a l'idée de froideur affective, en fait, dans le rire. Et ce qui distinguerait le rire dans le concert des émotions humaines, c'est que c'est une émotion insensible. Alors qu'en fait, quand on va voir les gens et qu'on leur demande très concrètement de quoi ils rient, c'est souvent, ils ont aux acteurs comiques un rapport très... Enfin, les acteurs comiques, en tout cas, qu'ils citent, sont des acteurs qui les émeuvent, en fait. Il y a beaucoup d'émotions dans le rire. Et ce que j'ai essayé de montrer, c'est que il y a des émotions très différentes, et que justement, le rire permet de gérer des ambiguïtés affectives, des contradictions entre différentes émotions, par exemple l'amour et la haine. Donc c'est pas une méta-émotion au sens où de la supériorité du rieur, de sa froideur affective. Ça permet plutôt de gérer des ambiguïtés affectives. Oui, et c'est une émotion très intime, presque impudique, qui dit beaucoup de nous. Oui. De nous subjectivement, personnellement, et aussi de notre rapport aux autres. Le rire, enquête sur la plus socialisée de toutes nos émotions. Laure Flandrin, votre essai a paru à la Découverte. Il sort aujourd'hui, je crois même. Et vous êtes notre invité jusqu'à 13h30. France Culture, c'est la grande table des idées, 13h20.
France Culture. La Grande Table, Olivia Gesbert. Avec notre invitée, Laure Flandrin. On essaye de voir en quoi le rire nous distingue. Hommes et femmes, d'ailleurs, ne sont pas égaux face au rire. À vous lire, Laure Flandrin. Le rire des femmes, ça a été même d'ailleurs une des premières failles dans cet universel du rire qu'on décrivait au début de cet entretien. Hein. Oui, alors là-dessus, il y a des travaux importants de Sabine Melchior-Bonnet, une historienne, qui montre justement que le rire des femmes a fait l'objet de dispositifs de répression assez particuliers. Hein. On va l'écouter nous en parler, Oui. si vous le voulez bien. C'est assez obscène à regarder, une femme qui rit, qui a la bouche grande ouverte, dont le corps se trémousse, c'est un soulagement physique, mais c'est également, en apparence, c'est pas très joli. Le visage se gonfle, les yeux se plissent, donc c'est une des raisons pour lesquelles le rire des femmes était plutôt, sinon interdit, du moins gênant, c'est qu'elle exprimait, sans pouvoir forcément s'arrêter, c'est très contagieux le rire, elle exprimait quelque chose que la parole ne peut pas rendre. Rire, c'est le plaisir, c'est la gaieté, et c'est déjà même utilisé comme un remplacement de la sexualité. Enfin, c'est une façon d'en parler sans en parler. Voilà, il y a déjà dans ce rire grimaçant ou ce rire impudique de la femme cette idée d'un rire, d'une émotion intime, hein, quasi sensuelle, telle qu'elle était représentée ou perçue. Hein. Oui. En fait, donc là, elle pointe la dimension esthétique en fait du rire et du sourire, et donc une des premières raisons pour lesquelles le rire des femmes a été à ce point contrôlé. C'est cette raison esthétique justement. En fait, le rire on reproche au rire d'enlaidir le visage des femmes, et au contraire, le sourire est un révélateur des grâces féminines. Depuis la poésie de la Renaissance, on considère que c'est un topos des grâces féminines. Voilà, le sourire est valorisé, mais pas le rire. Donc pour des raisons esthétiques, mais il y a d'autres raisons aussi. Hein. Il y a des raisons éthiques, par exemple. On parlait tout à l'heure du rire méchant. Le rire... il est perçu notamment dans les sociétés chrétiennes, et puis après ça s'est sécularisé, hein, on voit dans les théories du rire classique. Le rire est considéré comme un signe de méchanceté. Or, les femmes sont renvoyées du côté du sentimentalisme compassionnel souvent. Elles sont censées être dans le registre affectif, elles sont censées être les facilitatrices de la vie relationnelle, etc. Et donc pas pratiquer le rire méchant. Donc là, c'est l'idéal de bienveillance en fait qui est valorisé. Et puis aussi des raisons politiques. C'est que le rire se voit attribuer une charge d'obscénité, d'impudeur, d'indécence, d'interpellation des pouvoirs, et donc de ce point de vue-là, ça ne peut être qu'une prérogative masculine. Alors, on ne sait pas s'il y a un rire racisé, comme on l'évoquait tout à l'heure, et de la même manière s'il y a un rire genré, mais il y a une réalité, c'est que les femmes se sont réappropriées le rire et l'humour, et on le voit bien ces dernières années, avec notamment un nombre incroyable de féministes, de femmes humoristes, pardon, je voulais dire, et avec un rire assez féministe qui tend à montrer aussi une forme d'émancipation par le rire, de Florence Foresti à Blanche Gardin, le rire des femmes, et des femmes humoristes, il y en a beaucoup. Alors, est-ce qu'elles rient ou est-ce qu'elles font rire autour de thématiques féminines? Là encore, quelle est la particularité de ce rire et de cet humour? Oui, alors déjà, oui, on peut dire qu'il y a une féminisation de la scène comique, mais en même temps, moi, ce que je vois, donc moi j'ai plutôt mené une enquête du côté de la réception et pas tellement du côté de l'offre culturelle comique, hein. Donc je suis pas sûre de pouvoir répondre bien à la question, mais ce qu'on voit du côté de la réception, c'est que effectivement il y a une féminisation du rire, les femmes rient parfois des mêmes choses que les hommes. Quand on fait un travail sur les schèmes comiques, on voit que elles rient de choses qui sont proches de ce dont rient les hommes. Mais en même temps, ce qui reste vraiment une prérogative masculine, c'est le faire rire. Non pas le rire, mais le faire rire. Donc l'activité de faire rire, en fait. Et donc on retrouve ce schéma ancestral de la passivité, de l'activité appliquée à la division sexuée du rire et du sourire. Les femmes sont plutôt positionnées en situation de passivité, et elles rient aux blagues des hommes. Enfin, j'ai eu une enquêtée comme ça, très bourgeoisie culturelle, qui avait participé au combat féministe des années 70, et qui me dit la personne qui me fait le plus rire dans la vie quotidienne, c'est mon mari, c'est lui qui a l'initiative des blagues, et le faire rire
rire relève de son seul ressort. Et moi, je suis bon public. Donc, il y a cette idée que le faire rire est encore une chasse gardée du masculin. Après, il y a de plus en plus quand même cette idée d'un rire qui fait recette. Il y a un marché du rire, il y a une industrie culturelle du rire. Est-ce que cette démultiplication du rire et peut-être aussi sa démocratisation a quand même créé des rires de niche, des rires de plus en plus affinitaires pour vous? C'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que le rire, il est par essence affinitaire. En fait, il y a une marchandisation. Et par essence spécialisée. Je dirais pas ça comme ça, puisque justement tout le travail que j'ai mené moi sur les grands schèmes du comique montre qu'il n'y a pas tant de spécialisation que ça en fait. Si on ramène vraiment le comique à quelques grands schèmes structuraux, il fonctionne toujours aujourd'hui. Oui, ça fonctionne. Ils ont une histoire qui s'étire sur la très longue durée, ils circulent sur des aires sociologiques qui sont très larges, et simplement ce qui va changer, c'est la manière dont ces schèmes sont incarnés. C'est Stendhal qui disait on fait pas rire avec des généralités, on fait rire avec des détails. Et donc c'est ces détails-là qui accrochent la perception du rieur et qui va déclencher le rire. Mais c'est pas... On dit souvent qu'il y a un rire de gauche et un rire de droite. Est-ce que vous pensez, Laure Flandrin, que le rire aujourd'hui reste quand même un marqueur politique et un marqueur social fort? Marqueur social fort, oui, ça pour toutes les raisons qu'on a dites jusqu'à présent. C'est-à-dire que le rire permet de rejouer des grandes expériences du social qui sont en partie communes à plein de gens, mais elles s'incarnent toujours différemment, ces expériences du social. Après, c'est un acte de catégorisation, donc selon le positionnement du rieur, il y a des manières de mettre en forme le social autour de soi qui sont différentes. C'est aussi une compétence culturelle, donc c'est un marqueur social, c'est évident, et marqueur politique aussi. Oui, marqueur politique. Mais disons que moi, j'ai pas fait un travail de catégorisation du rire via ces lignes de clivage-là, en disant il y aurait un rire de droite, un rire de gauche. Je suis plutôt partie des narrations comiques elles-mêmes. J'en ai extrait des structures, des grandes structures narratives, et j'ai essayé de voir quels étaient les types de rieurs qui étaient le plus susceptibles d'être interpellés par ces structures-là, en fait. C'est ça, plus que le rire, d'ailleurs, c'est un travail sur les rieurs. C'est un travail sur les rieurs, oui. C'est la manière dont l'humour peut être reçu aussi. Oui. Et ce qui déclenche le rire chez la personne. Et c'est pour ça que le livre s'appelle Le Rire, et pas Les Rires, d'ailleurs. Oui, parce qu'il y a une certaine unité anthropologique du rire. Oui. Et il paraît à la découverte, ce livre, aujourd'hui même. Il est signé de vous, Laure Flandrin, enquête sur la plus socialisée de toutes nos émotions, le rire. C'est donc à la découverte dans la collection Laboratoire des sciences sociales. Merci beaucoup à vous d'être venu nous en parler. Un grand merci aussi à toute l'équipe de La Grande Table qui a programmé et préparé cette émission. Pour La Grande Table Culture, c'est Oriane Delacroix et Henri Leblanc. Pour La Grande Table des Idées, Lucas Bretonnier avec Laura Dutèche-Pérez. Un grand merci à Isolde Sicard, à Osana Chauvin, à Marie Fraboulet et à Thomas Beau à la réalisation avec Dimitri Paz aujourd'hui à la technique. Très bel après-midi à tous sur France Culture.